c'est rigolo, c'est la première fois où tu as l'impression que Patek a copié Michel Herbelin. Ça faisait depuis plus de 25 ans que la manufacture Patek Philippe n'avait pas sorti une nouvelle collection. Dernièrement, ils ont présenté une nouvelle nouveauté qui fait énormément parler, c'est le modèle Cubitus. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Léger, que certains d'entre vous connaissent forcément, parce qu'on a fait pas mal de vidéos ensemble. Merci à toi d'être venu. Merci à toi Clément de ton invitation. Et aujourd'hui, tu vas nous donner ton avis sur cette nouvelle collection de la Cubitus que vient de sortir Patek Philippe. C'est un peu un événement parce que tous les 25 ans, c'est une nouvelle génération. On dit qu'une génération, c'est entre 20 et 25 ans. Donc on va dire que c'est une nouvelle génération de montres chez Patek Philippe. Alors après, est-ce que c'est un bouleversement? Est-ce que c'est une évolution douce, forte, etc. Quelles sont les attentes du marché? Je pense que tu nous as préparé quelques questions. On va essayer d'y répondre. Ouais. Avant de te poser des questions sur ce que tu en penses, etc., je vais faire une brève introduction. Donc il y a 3 modèles qui ont été présentés. Mais 2 modèles, une version acier et une version or et acier. Donc la version acier est à 40 900 €. Elle dispose du cadran vert, c'est la 5821. La version or acier, elle est à 60 800 €, c'est la 5821. Et la version platine sur bracelet, sur leur nouveau bracelet jean, elle est à 87 700 €. Par contre, elle a une particularité, c'est qu'elle dispose d'une grande date avec un double guichet, jour par aiguille, phase de lune et petite seconde. On est sur une épaisseur de 8,3 mm. Voilà, donc elle est relativement fine. Les montres disposent justement du calibre 26-330 SC qui a été introduit en 2019 et qui est une évolution du 324. Et ce calibre est notamment utilisé sur la Calatrava et des variantes de Nautilus. Donc c'est vrai qu'on aurait pu penser par exemple que Patek Philippe aurait pu développer un nouveau calibre comme ça faisait depuis. Je pense qu'ils n'ont pas forcément l'intérêt d'une nouvelle montre. Depuis quelques années, on crée une nouvelle montre et on crée des nouveaux mouvements parce qu'il y a une forme, parce qu'on veut introduire de nouvelles complications, etc. etc. Là, qu'est-ce que souhaite faire Patek? C'est une Nautilus avec un nouveau design. Donc finalement, qu'est-ce qui se vend le plus dans la collection Nautilus? C'est la 3 aiguilles et les versions à complications. Probablement que cette version de la Cubitus, on va avoir des chronos dans quelques mois ou quelques années. Donc on va reprendre et on va dupliquer la collection, je pense, Nautilus dans la version Cubitus. Ouais, mais très sincèrement, c'est 3 montres de lancement. Peut-être qu'il y aura avec Patek Advance où ils font des montres avec des recherches, avec de la technique, etc. Peut-être qu'ils vont s'amuser là-dessus. Peut-être qu'ils vont se dire pourquoi si on fait une grande montre de sport, peut-être qu'on va faire du titane ou marier le titane avec de l'acier, de l'or, etc. On ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est 3 montres de lancement qui représentent un peu l'ADN de la marque, la full acier avec le cadran vert aujourd'hui qui est surreprésenté à mon humble avis dans l'horlogerie. Ouais, qui est très tendance. Une version entre guillemets vintage, or et acier, or rose d'ailleurs je crois. Oui. Or rose, acier, cadran bleu, donc ça rappelle toutes les années 80-90, et une version à complication dans un boîtier platine. Et alors, je crois, je ne peux pas dire une bêtise, je crois que il n'y en a pas vu beaucoup qui l'ont remarqué. Mais souvent, sur toutes les versions platine de Patek Philippe, tu as toujours un petit diamant incrusté dans le boîtier. Okay. Et c'est la première fois que le diamant n'est pas rond, mais c'est un diamant de taille baguette, je crois que c'est un carré. Donc même ça, ils ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un diamant de la forme du boîtier. Ok, bah ça c'est un petit détail qui m'a échappé. C'est pour ça qu'il y en a qui sont experts, il y en a qui ne recopient pas que des communiqués de presse, il y en a qui bossent un peu quand même dans ce métier. C'est vrai. Est-ce que tu as une idée pourquoi ils ont déterminé ce nom ? Non, alors en fait, ça a été très drôle parce que aujourd'hui, tu sais, quand tu déposes un nom de domaine, tu dois pouvoir l'utiliser dans le monde entier. Donc en fait, il y a eu des spéculations très rapidement puisque en fait, Patek l'a déposé dans plusieurs pays, dont les États-Unis, et il y avait le mot Cubitus qui revenait. Donc après, Cubitus, cube, j'ai pas fait de latin ou autre, mais je pense que c'est le côté vraiment très anguleux, très carré qu'ils ont voulu donner à cette montre. Alors j'ai fait une blague sur Instagram en disant Cubitus, c'est ce que vous avez, c'est un des deux os dans le bras. Donc évidemment que maintenant une Patek Philippe comme ça vaut un bras. Je me suis dit tiens, est-ce qu'ils ont donné le nom pour faire sourire? Évidemment c'est une blague, mais très sincèrement. Le nom, je pense que fallait pas réfléchir à ça. Nautilus, c'était le vaisseau, sous-marin du capitaine. Le sous-marin dans Jules Verne, et pour autant, c'est pas une montre qui va à 15 000 mètres de fond, tu vois. Ouais. Donc, le nom, faut peut-être pas forcément s'attacher sur le nom. Elle a été beaucoup critiquée, mais c'est vrai qu'elle avait leaké en plus avant sa sortie, où justement il y avait un magazine qui est sorti
plus tôt que prévu et du coup, bah, il y avait des images. Et c'est pas plus tôt que prévu, c'est que quand tu as eu la chance de travailler un peu dans la presse comme moi, c'est-à-dire que tu sais très bien que pour que ça arrive au distributeur, en fait, tu l'imprimes bien avant. Et donc, en fait, ça doit être sur les rotatives et tu l'as chez toi en tant que dépôt détaillant. Tu l'as un jour avant ou 2 jours avant que ça arrive et que tu le mettes en kiosque. Donc, c'est normal que ça soit sur les rotatives. À la limite, tu vois, je trouve que c'est même plutôt bien que les infographistes et autres qui ont créé le magazine n'ont pas fait fuiter. On l'a vu peut-être que sur un bout de papier et encore. Donc voilà. Après, est-ce que c'était une fuite involontaire, volontaire? Voilà, la montre a été dévoilée le 17 octobre à Munich avec un nombre restreint de journalistes, un nombre restreint de clients potentiels. Comme c'était pas un événement dans un salon horloger, ils se sont dit, bah tiens, si on faisait une fuite, est-ce qu'elle est interne, est-ce qu'elle est externe, est-ce qu'elle est voulue, est-ce qu'elle est involontaire? Ça leur a fait du buzz pendant 3-4 jours avant la présentation, tout le monde en a parlé, et le jour de la présentation, bon, on a été mis devant le fait accompli. Mais finalement, en fait, c'est tellement rare de voir une nouvelle collection chez Patek que ça a donné tellement de spéculation, ça fait un buzz énorme, voilà. Mais je pense que c'est Patek maintenant, je pense, avant le subissait, maintenant en joue un peu, même s'il continue à subir parce que je pense qu'ils ne comprennent pas encore, ou ils ne mesurent pas l'impact que ça peut avoir. Et oui, c'est à mon humble avis ce que tu disais à juste titre, c'est la première fois que Patek essuie un petit peu des critiques. Et un peu de tout le monde. C'est-à-dire... Là, c'était quand même assez violent, ouais, mais j'ai trouvé. Là, c'est la première fois que je me suis dit, et j'ai vu comme des gens qui comptent dans l'influence dans ce métier-là, des journalistes ou autres, en disant... voilà, c'était... Bon, oui. Il n'y avait pas eu l'effet waouh. Déjà la montre est un peu grande, tout le monde se spécule en disant tiens, est-ce qu'il va y avoir des diamètres plus petits, enfin des dimensions plus petites, etc. Donc on s'attendait à plus, et peut-être qu'on s'attendait aussi à beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'une collection complète soit dévoilée. La 3 aiguilles de date, la chrono, oui. Je sais pas, une répétition, un quantième perpétuel, une sonnerie, enfin bon bref, et ils pensaient qu'en 25 ans on a le temps entre guillemets de créer toute une gamme. Alors après, je pense qu'intelligemment, ils font le buzz sur 3 modèles, et après ils feront le buzz régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans, en rajoutant un truc dans la collection, comme ce qu'a fait la Nautilus pendant 20 ans. Oui, c'est vrai. Bah, surtout qu'en plus, Patek est aussi à Watches and Wonders, donc je pense qu'il y aura peut-être une nouvelle complication qui va sortir. Et puis le temps qu'elle soit livrée chez les détaillants. Ouais, bah, je sais pas, mais si tu as vu, mais aussitôt sorti, aussitôt... Voilà, donc oui, parce que là, ce que Clément, ce que tu as annoncé comme prix, c'est... c'est le prix boutique, exactement. Non, c'est prix public conseillé. Voilà, comme on dit dans l'horlogerie ou quand vous vendez des objets, c'est prix public conseillé. Donc là, tous les chiffres, tu peux mettre un 2, voire un 3 devant le premier chiffre. C'est des montres à haute valeur spéculative, on le sait tous, que les premières qui vont tomber sur le marché, ça va être à 200, 250 000, 300 000. Dès qu'il y en a un qui va la mettre en vente publique, ça va faire exploser la cote. Tous les marchands vont se la bourrer c'est acheter très 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 cher une montre pour que les stocks mondiaux augmentent mécaniquement. Donc on sait très bien qu'il y a des marchands qui vont bourrer artificiellement la cote pour qu'elle atteigne 200, 250 000, 300 000, pour que dès qu'ils en ont une dans les mains, ils pourront dire elle a été vendue tant à telle vente aux enchères, donc la cote c'est ça. Voilà. Mais Patek, c'est pas de leur faute en fait. C'est la demande qui veut. C'est le nouveau jouet à la mode. C'est le nouveau jouet à avoir pour Noël. C'est un truc d'enfants riches déprimés qui veulent le nouveau jouet tout de suite maintenant, tout de suite maintenant. Et puis comme ils sont de plus en plus riches et de plus en plus impatients, ils sont capables d'aligner les billets. Et Patek, ils ne peuvent rien. Ils la vendent 40 000, ils vendent 40 000. Si ça se revend 300 000, c'est pas Patek qui gagne 1 centime là-dessus. Ouais. Ça vient, mais c'est clair que la différence ne va pas dans leur poche. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'elle a déçu? Parce que bon, c'est vrai que pour rappeler la dimension, elle a quand même un diamètre entre guillemets de 45 mm. Donc ce qui est quand même relativement Alors pour gros. donner un exemple de montre carrée, une Heuer Monaco, les anciennes, voilà, c'est 39 mm. Ok. Donc on est à 6 mm de plus. Donc ça fait 3 et 3, ok. Après, c'est une montre, j'ai toujours dit qu'en fonction de comment était le boîtier, comment étaient les épaisseurs de lunettes, comment était l'épaisseur de la montre en général, le biseautage des cornes, selon comment ça vous tombe sur le poignet, ça n'a rien à voir.
Donc tu peux avoir un espèce de truc ultra plat et qui est posé complètement sur le poignet et c'est pas agréable à porter. Et dès que tu peux avoir quelque chose de légèrement bombé avec des anses biseautées, etc., qui va bien épouser la forme de ton poignet, tout de suite ça peut passer. Après, est-ce que c'est aussi une demande du marché qui redevient des montres sportives, donc sportives plus grande taille? Est-ce qu'ils savent très bien que leur clientèle pour ce type de montre-là, ça va être Moyen-Orient, Amérique, où ils savent que les corpulences sont plus grosses que par rapport en Asie? Donc ils se sont dit autant viser ma clientèle et de faire des montres qui leur correspondent. Après, Patek vient, si je ne veux pas dire de bêtises, il y a 2 ans. Tu sais, ils avaient lancé des modèles d'Aquanaut, je crois de mémoire, qui étaient soi-disant pour dames. Oui. Et que finalement, en 37 ou 38, ça a été énormément acheté par les hommes. Oui, c'est vrai qu'ils avaient sorti un modèle. Peut-être que s'ils ressortent un modèle femme, parce que je suppose qu'ils vont faire un modèle femme, s'ils font un modèle femme acier auto, et qu'il sera peut-être en 40 mm, je te dis une bêtise, hein, là je pense que le best-seller, il ne sera pas le 45, mais il sera le 40. Et ça sera le modèle dit femme, qui sera peut-être encore plus recherché. Donc on verra bien, là on suppute parce qu'on a les 3 modèles là, mais on verra dans 1, 2, 3, 5 ans, que s'ils font des modèles plus petits, lequel des deux aura le plus de succès? Et est-ce que tu penses que cette collection, mais comme elle a été beaucoup décriée lors de sa sortie, elle va prendre en notoriété au fil du temps, d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, comme d'autres icônes ont pu le faire par exemple, même si j'avoue elles étaient disruptives pour leur époque. Je pense notamment à la Royal Oak. Mais qu'est-ce que tu as En fait, le truc de la Royal Oak, c'est qu'à l'époque, quand elle est lancée en 76, il n'y a rien d'autre à part la Nautilus. Donc 72, 76, pardon. À l'inverse. Tu t'es trompé. À l'inverse. Donc finalement, tu n'avais que 2 marques, 2 prestiges, avec des montres sport, acier, et c'était vraiment 2 trucs de niche pour Happy Few. Aujourd'hui, il y a pléthore de montres de sport en acier de grande manufacture. Tout le monde en a une, tu vois. Même les manufactures qui seraient un petit peu réservées des montres très chic, très classiques, etc. Tout le monde essaie de sortir sa montre en acier de sport. Malheureusement, elles se ressemblent à peu près toutes. Donc, quasiment. Est-ce que cette modèle-là, qui à mon humble avis n'est juste une déclinaison de la Nautilus. Honnêtement, pour moi, la Cubitus, c'est la Royal Oak Offshore. Hein. C'est comme une Royal Oak Offshore. Tu as la Royal Oak, qui est d'un design très pur, etc. Et après, ils ont fait les Offshore, qui sont plus grosses, plus sportives, etc. Mais pour moi, j'associe plus la Cubitus comme la version plus sportive ou plus bodybuildée de la Nautilus qu'autre chose. Hein. Ouais, mais à la différence, c'est que la Offshore était quand même beaucoup plus étanche qu'une Royal Oak. Là, c'est plutôt l'inverse, on est à 3 ATM. Oui, mais ça aujourd'hui... Alors, c'était la question que Philippe Stern a eue, je crois, par un blogueur ou autre, en disant, mais on ne comprend pas, les premières Nautilus qui n'ont pas trop changé, elles étaient étanches à 100 mètres, et là, les dernières, les mêmes, peut-être même avec la même référence, elles sont étanches à 30 mètres. Et Stern a répondu, oui, mais bon, les gens... Quand vous écoutez notre clientèle, elle ne se baigne pas avec ou dans la fosse des Mariannes, elle va juste prendre sa douche et se laver les mains. Est-ce qu'il y a besoin qu'une Patek Philippe soit étanche à 150 mètres ou 100 mètres? Non. Donc finalement, il y a des problèmes d'épaisseur, de joints, etc. 30 mètres, ça vous suffit, vous prenez votre douche, vous lavez les mains, ça suffit. Donc les questions d'étanchéité, des questions d'un peu plus sportives, etc. Est-ce qu'une montre sportive doit être totalement étanche comme une montre de plongée? Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça, et je pense qu'à un moment donné, qu'il y a trop d'attentes sur un objet. C'est-à-dire que les gens voudraient la chose parfaite, que ça soit extrêmement étanche, extrêmement fin, diamètre contenu, pas très cher, etc. Et en fait, la licorne, ça n'existe pas, quoi. C'est dans les rêves de tout le monde, tu vois. Et là, en fait, ils se sont fait peut-être un plaisir. Et en fait, on dit depuis 25 ans que Patek n'a pas fait de collection, mais ce qui aurait été hyper intéressant, c'est de savoir depuis quand ils se sont mis à réfléchir à ça. Est-ce qu'ils se sont mis à réfléchir il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans? C'est ça qui est ultra intéressant. Comme tu disais si bien, les mouvements n'ont pas évolué. C'est les mêmes mouvements. Donc on prend le mouvement, emballer, c'est pesé. Donc combien de temps ils ont mis pour dessiner une boîte? Le cadran, c'est le même, quasiment. C'est le même style, les mêmes couleurs, les machins, etc. Donc ça aurait été très intéressant. Vraiment très intéressant, ce que je n'ai, alors je peux me tromper, hein, je n'ai pas lu pour l'instant, ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas sorti de collection, mais depuis quand ils bossent sur Cubitus? Ça aurait été très intéressant de savoir, ça fait il y a 20 ans où le marché de la montre était
ce qu'il était? Est-ce que c'est pendant le Covid où ça a explosé? Est-ce que c'est il y a 2 ans? Ça, tu vois, ce serait une bonne question. Monsieur Stern, je suis totalement disponible pour venir à Genève pour vous poser des questions. Et est-ce que tu penses que les puristes, ceux qui suivent Patek Philippe depuis très longtemps, ont été déçus? C'est quoi un puriste? Celui, mais typiquement, qui va acheter Patek Philippe, mais des grosses complications. Mais il achète pourquoi Patek Philippe? C'est ça aussi la vraie question maintenant. Pour les complications et aussi pour la notoriété de la marque maintenant. Vous ne possédez jamais une Patek Philippe, vous en êtes juste les gardiens pour les générations à suivre. Donc le problème, c'est que c'était l'un des plus beaux slogans de l'industrie horlogère. Mais aujourd'hui, je pense que malheureusement, et si tu veux faire du buzz, vas-y, coupe la vidéo à ce moment-là, malheureusement, ça va concerner qui cette Patek? Ça va concerner qui? Qu'une infime partie. Bon voilà, à un moment donné, c'est du blanchiment d'argent, ça va être des gens qui font de la spéculation, ça va être des gens où ils ne savent pas quoi faire de leur argent, etc. Ça va concerner une infime partie de la pyramide. C'est ça aussi qui est malheureux. Moi, je suis malheureux pour Patek, mais vraiment et sincèrement, je suis malheureux pour Patek parce que quand tu t'imagines tous les horlogers, les gens qui les ont conçus, etc., qui faisaient des montres classiques, chic, pour des gens qui rêvaient d'avoir une très belle montre, etc., qui aujourd'hui font des montres où ils savent très bien que, allez, 50, 60, 70%, 80% vont être sortis d'une boutique, mises dans un cellophane et foutus dans un coffre-fort en attendant que ça augmente. C'est triste. C'est juste triste, en fait. C'est juste triste. Donc à la limite, je comprends Patek. Qu'est-ce que je vais me faire chier à faire un nouveau mouvement, des nouvelles complications pour que ça reste au coffre? Autant mettre un 3 aiguilles, autant mettre un calibre, puis ça fait 20 ans que je sais le faire. Il est fiable, etc. Machin. Pourquoi développer quelque chose qui ne va pas être utilisé? Donc c'est ça aussi. Donc c'est quoi la clientèle Patek? C'est ça aussi la question. C'est pour ça que quand tu as des belles Calatrava, les belles complications, etc., de montres élégantes, chic, etc., il y a une clientèle de gens d'un certain âge, d'un certain milieu social en disant « j'ai une belle Patek à complications, en or, etc. » Mais là, c'est plus des nouveaux acheteurs. Ou des gens qui se disent « tiens, j'ai réussi dans ma vie, j'ai vendu ma boîte, ma start-up, etc. J'ai gagné pas mal d'argent. Tiens, je veux ce que j'appelle un objet de représentation sociale. » C'est-à-dire que je suis dans un lieu avec plein de gens, avec plein de mes semblables en disant « j'ai la dernière. J'ai la dernière et j'ai la même que toi. Donc on est du même club. » Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi. Le client Patek Philippe de la Cubitus, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un amoureux de la marque qui adore les années 70 avec les montres un peu cubiques comme ça? Est-ce que c'est un jeune qui veut claquer parce qu'il a vendu sa boîte? Est-ce que c'est un spéculateur, etc. Je ne sais pas qui c'est. Et ça, je pense que l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est surtout des spéculateurs. J'espère encore, comme faisait Enzo Ferrari, c'est-à-dire que Patek, sur certains modèles, sélectionne ils ont déjà commencé clients. à le faire. Voilà. Je pense que tant que la manufacture ne gérera pas réellement en interne à faire un service quasiment dédié, à faire quasiment recevoir des lettres de motivation pour s'acheter un objet, pour de vouloir le garder, etc., dès que tu as des revendeurs qui vont s'en occuper, c'est mort. Donc si c'est géré totalement en interne et vendu à des passionnés, ça le fera. Mais d'un autre côté, un passionné, tu lui dis, écoutez, vous venez d'acheter une montre à 40 900 €, on vous en propose 200 000. C'est vrai que... Tu fais quoi? Voilà. Donc, passion, raison. Hein. Donc, aujourd'hui, malheureusement, tu te retrouves dans un cas où, même si tu as la passion, même si tu veux la collectionner parce que tu l'aimes bien, parce que tu la trouves jolie, intéressante, stylistiquement, mécaniquement, etc., tu as une pression financière par rapport à ce que ça peut valoir immédiatement dans la seconde main quasiment neuve, qui est tellement importante que je pense que même un passionné lambda, si tu lui offres 3, 4, 5, 10 fois le prix de ce qu'il vient acheter, il se dit mais avec 10 fois... il y va, attends, c'est sûr. On te donne 10 fois le prix de ta montre. T'imagines ce que tu peux t'offrir autre comme collection? Tu t'achètes une maison, par exemple. Non, mais c'est même pas ça. Mais même tu veux continuer à collectionner chez Patek, tu t'achètes quoi? Des chronos à quantième, etc. pour beaucoup moins que ça. Donc, est-ce que ta vie de collectionneur, c'est peut-être pas aller chercher le Graal, chercher les pièces techniques? C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'ils font des objets de spéculation. Et je suis même pas sûr que ça leur servirait. Tu vois ce que je veux dire? Tu achètes un truc 40, tu le vends 400. Tu dis, tiens, je vais retourner chez Patek et acheter 2-3 montres un peu plus chic ou une autre montre sportive avec une complication, etc., peut-être un peu moins recherchée. Je suis même pas sûr. Mais tu sais, Patek, je pense qu'ils sont
un tourbillon, jeu de mots, ils sont dans un tourbillon où ils maîtrisent plus. Ils maîtrisent plus. Ils sortent quelque chose, ça ne leur appartient plus. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont dépossédés de leur création. C'est impressionnant. C'est rare des marques où tu as une puissance créative, une puissance sur toute l'industrie. C'est-à-dire que là, c'est rigolo, c'est la première fois où tu as l'impression que Patek a copié Michel Herbelin. Avant, c'était Michel Herbelin qui copiait Patek. Maintenant, ça a été l'inverse. Je plaisante en disant ça. Mais c'est la première fois où je me dis, putain, merde, ils n'ont pas été... C'est pas eux qui ont fait l'avant-garde. Tu vois? Ouais, ils n'ont pas été précurseurs ils sont passés de précurseurs à suiveurs. Oui. Et je pense que ce qui a déçu beaucoup de monde, c'est ça. De Patek, on attend qu'il soit précurseur, qu'il casse les codes. Et là, quand tu vois ça, tu fais... Oui, sans plus. C'est bien fini, c'est bien fait, c'est un bon style. Est-ce que je me relève la nuit? Non. Bah, c'est vrai qu'il y a quand même eu, mais dès que c'est sorti, et même pendant les ligues, déjà, lors des ligues, on ne savait pas mais si c'était vrai. Et quand le modèle est sorti, il y a eu vraiment une vague de haine de gens qui disaient qu'ils détestaient ce modèle, que c'était moche, que ça ne représentait pas Patek, etc. Et il y a eu mais il y a une très bonne interview de Stern qui dit, je crois qu'il y a un jour ou 2 jours, en disant, mais en fait, en gros, il n'y a que les rageux. C'est-à-dire que tout le monde parle de les gens qui râlent sur la Patek. En fait, ils rêveraient peut-être de l'avoir, mais ils l'auront jamais. Et en fait, c'est pas un bon discours de dire ça. C'est-à-dire que les gens parlent de cette nouvelle montre, ils rêveraient peut-être tous de l'avoir, mais ils savent que financièrement ou d'un point de vue technique, ils pourront jamais l'avoir. Moi, personnellement, je m'en fous. 1, j'aurai jamais les moyens. 2, c'est pas mon style de montre. Je peux reconnaître le style esthétique de l'objet et la technique, mais ça ne me concerne pas, ça ne me touche pas. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est complètement, on est totalement dans le haut de la pyramide, et moi je ne serai jamais en haut de la pyramide pour plein de raisons. Et par contre, il y a plein de gens qui se disent 40 000, je pourrais les avoir. 40 000, putain, si je m'entendais bien, peut-être que je me la payerais bien. Tu vois ce que je veux dire? Et là, eux, il y a une masse de gens qui peuvent avoir 40 000 balles à mettre dans une montre. Et eux, ils se disent, putain, mais merde, je vais jamais l'avoir. Bon, allez, foutu pour foutu, je vais cracher. Parce que je ne serai jamais invité au salon Patek, parce que je serai invité jamais aux événements, parce que je ne serai jamais sur les attentes, parce que je l'aurai jamais. Allez, ouais, c'est bon, ça m'énerve, allez, je crache sur la montre. Et c'est ça un peu ce que dit Stern en disant, mais de toute façon, tous ceux qui parlent, c'est des jaloux. Mais ils ne l'auront pas. C'est des rageux. Donc bon, je te dis, c'est un phénomène d'happy few. Et par contre, ça sera très intéressant de savoir si la Cubitus aura une influence sur la cote de la Nautilus ou pas. Et ça, on verra si le marché, ce qui est plus mon domaine à moi, on verra bien si le marché réagit positivement ou négativement à l'arrivée de la Cubitus. C'est vrai. Merci à toi, Alexandre. Je t'en prie, Clément. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous voulez découvrir une autre vidéo que l'on a fait avec Alexandre, cliquez sur la vidéo qui s'affiche. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Salut.